Et on commence avec l'Ukraine à la une de l'actualité. Avant d'évoquer le feu vert du Parlement à Kiev, des nouvelles de Viktor Yanukovych. Le président déchu est apparemment sorti de son silence. Il se considère ce matin toujours comme le président de l'Ukraine. Aurait-il confié à des agences de presse russes? On ne sait pas où il est et dans quelles conditions s'est fait l'entretien. Yanukovych demande aussi la protection de la Russie. Des événements suivis de près par les nouvelles autorités pro-occidentales du pays. Kiev, où le Parlement devait approuver la composition du gouvernement d'union nationale avec à sa tête l'ancien ministre Arseniy Yatsenyuk. Gulliver Krag, vous êtes justement à Kiev. Gulliver, le cabinet d'union nationale a-t-il été approuvé, oui ou non ? Il n'a pas encore été formellement approuvé, mais nous avons eu l'annonce de la nouvelle coalition et tous les membres de la nouvelle coalition, donc tous les membres des partis qui font partie de cette coalition, ont été appelés à voter par une levée de main pour confirmer qu'ils étaient d'accord pour faire partie de cette coalition. Là, il était clair que cette coalition va avoir une majorité confortable dans le nouveau Parlement, c'est-à-dire qu'ils auront plus de 250 députés qui ont confirmé officieusement, du moins par cette levée de main, qu'ils voteront pour cette nouvelle coalition. Donc on attend le vote formel où tous les députés seront invités à participer, mais je pense que maintenant il n'est qu'une question de temps et une formalité en fait pour approuver cette coalition. Gulliver Krag en direct de Kiev, et vous nous rappelez, Gulliver, dès que ce feu vert est totalement effectif en Ukraine, feu vert sur le nouveau gouvernement d'union nationale en Ukraine. Sur le plan économique, l'Ukraine est un pays à genoux. Le pays a chiffré ses besoins à 25 milliards d'euros sur 2 ans. Moscou avait annoncé le gel de son aide. Ce matin, changement de ton. La Russie se dit prête à prendre part aux discussions avec le Fonds monétaire international. Karina Chabour, pourquoi ce double discours ? Disons que la Russie aurait beaucoup à perdre d'un défaut ukrainien, tant ses intérêts économiques qui sont nombreux, importants. D'abord, la monnaie. Vous savez que la monnaie ukrainienne a perdu 18% de sa valeur depuis le début de l'année, entraînant dans sa chute le rouble, qui a atteint hier son plus bas niveau face au dollar en 5 ans, faisant les frais de la défiance des marchés envers tout ce qui touche, qui pourrait pâtir de la crise ukrainienne. Et puis, la Russie, c'est le premier investisseur en Ukraine. Ça représente un tiers de l'économie ukrainienne. Les banques publiques russes s'y sont beaucoup engagées à hauteur de 21 milliards d'euros. Ça passe par des prêts, par des investissements, des prêts aux entreprises implantées localement. Or, ces banques ont fait savoir hier qu'elles cesseraient de prêter de l'argent en Ukraine, jugeant la situation trop risquée. Vous l'avez dit, la Russie a gelé jusqu'à nouvel ordre son aide promise à l'Ukraine, et pourtant, on le voit bien, la Russie serait la première victime d'une faillite de l'Ukraine, et ce, d'autant plus que la croissance russe a tendance à ralentir ces derniers temps. Et dans ce contexte, les États-Unis promettent une aide financière à l'Ukraine. Oui, il s'agit d'épauler les nouvelles autorités ukrainiennes pour maintenir le pays à flot. John Kerry, le secrétaire d'État américain, parlait hier d'1 milliard de dollars, 730 millions d'euros environ, auquel viendrait s'ajouter un autre milliard venant de l'Union européenne. Alors vous voyez, c'est une aide qui est limitée, une aide d'urgence, en attendant des sommes plus importantes. Ces derniers jours plutôt, le pays, les nouvelles autorités chiffraient leurs besoins à 25 milliards d'euros pour les 2 ans à venir. Elles ont fait officiellement appel à l'aide du Fonds monétaire international hier, mais tout cela va prendre du temps, ne serait-ce que pour se mettre en œuvre. Et puis, il faudra attendre probablement jusqu'aux aux élections présidentielles du 25 mai, histoire pour l'institution de Washington de pouvoir discuter avec un interlocuteur légitime, crédible, capable de mettre en place des réformes, notamment lutter contre la corruption. Et puis, bien sûr, il s'agit de ne pas froisser de l'allié russe au moment où il se dit vouloir participer aux discussions avec le FMI. Karina Chabour, merci pour cet éclairage. L'Ukraine, c'est aussi la Crimée. Avec la Crimée, cette région de l'extrême sud à majorité russophone, vous le savez, traversée depuis plusieurs heures par des tensions séparatistes. Ce matin, le drapeau russe flottait sur le toit du gouvernement et le Parlement était occupé par des hommes armés. Sur place, Douglas Herbert, vous êtes toujours à Simferopol. Douglas, quelle est la situation ce matin ? Est-ce que le Parlement et le gouvernement sont toujours investis ? Et par qui ?
Oui, d'après ce qu'on nous a dit, oui, il y aurait toujours des gens armés, des personnes armées et bien formées qui seraient retranchées au Parlement et peut-être pas seulement au Parlement, mais également dans des autres bâtiments du gouvernement régional. Il y a toujours, bien sûr, le drapeau russe qui a été hissé pendant la nuit sur le toit de l'immeuble derrière moi, l'immeuble du Parlement régional de Crimée. Et également, quand on s'est levé ce matin, il y avait une grande présence policière dans les rues de cette capitale. Et après, dans les heures qui suivaient, on a élargi le cordon de sécurité autour de la capitale. Et c'est-à-dire, on ne laissait entrer personne, aucun véhicule. La police a allégé depuis ce cordon de sécurité. Mais cela étant, depuis une heure et demie à peu près, des miliciens pro-russes très nombreux sont arrivés sur la place devant le parvis du Parlement. Ils sont toujours là à l'heure actuelle, à arborer des drapeaux russes, à scander des slogans, la Russie. En fait, il s'agit de plusieurs groupes. Il n'y a pas qu'un seul groupe pro-russe de militants. Il y a un bloc de Russie qui s'appelle le bloc de Russie, effectivement. Il y a également des Cosaques. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est en fait, ils ont repris le relais de la police, en fait. Ils sont en train d'essayer de protéger le Parlement. Pourquoi le protéger? Il veut changer les dirigeants de l'Ukraine, non seulement de Crimée, mais de l'Ukraine. Il faut aucune confiance aux nouvelles autorités à Kiev et ils disent qu'il faut absolument changer les dirigeants pour les protéger, en fait, pour qu'ils puissent vivre en Russie, comme ils disent. On se souvient hier, Douglas, des violentes scènes d'échauffourées. Qu'en est-il? Est-ce que le calme est revenu entre ces habitants d'origines différentes? Soyons très clairs, la situation n'est pas encore apaisée, loin s'en faut, mais cela étant, on n'a pas vu les échauffourées d'hier se répéter jusqu'à maintenant, mais la situation reste très tendue parce que, comme j'ai dit, il y a en ce moment même des centaines de ces pro-russes et je dois souligner qu'il s'agit pour le moment, pour la plupart vraiment de militants pro-russes qui sont là parce qu'ils pensent que leur gouvernement, leurs droits, leur vie, leur santé est menacée, comme l'a dit le Premier ministre russe Dmitry Medvedev. Et ils attendent en fait des actions de la Russie, des mesures de la Russie pour les protéger. C'est ce qu'ils veulent. Ils disent que sans la Russie, ils vont se sentir sans protection. Alors oui, une situation tendue, on ne sait pas comment ça va évoluer. Douglas Herbert en direct de Crimée. Merci Douglas. Kiev a mis en garde ce matin Moscou, sachez-le, contre toute agression militaire. Pas de partition a également asséné l'Américain John Kerry, le chef de la diplomatie américaine. Voilà pour cette longue page ukrainienne.